En recevant le prix Nobel de littérature de 1957, Albert Camus déclarait « Chaque génération se croit vouée à refaire le monde, la mienne sait qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être plus grande, elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. » Alors si les dangers ne sont pas les mêmes, il semble que nos générations semblent avoir la même tâche. Le défi de la nôtre, c'est de nous adapter au dérèglement climatique tout en limitant au maximum notre impact pour empêcher que le monde ne se défasse. Mais si ce défi est inédit par son échelle planétaire, ce n'est pas la première fois que des sociétés humaines doivent faire face à des bouleversements de la nature. Nous serions d'ailleurs peut-être bien inspirés de tirer des leçons de ces exemples passés. C'est la thèse d'un géographe à l'érudition peu commune. Il est également docteur en physiologie, ornithologue, anthropologue et historien de l'environnement, entre autres. Ses ouvrages de vulgarisation scientifique et ses essais sont des références mondiales. Il a d'ailleurs reçu le prix Pulitzer en 1998 pour son livre de l'inégalité dans les sociétés. Son dernier ouvrage, sorti en 2019, s'intitule « Bouleversement, les nations face aux crises et aux changements ». C'est vous dire si c'est d'actualité. Ce livre se base sur une douzaine de cas concrets dans l'histoire pour étudier le comportement des peuples face à des défis existentiels. Celui dont le regard nous est si précieux, c'est le professeur Jared Diamond qui se joint à nous en direct depuis Los Angeles. Il va nous permettre de prendre un peu de recul dans cette journée dédiée à l'innovation. Je vous propose donc d'assister à un dialogue inédit puisque c'est le président directeur général d'EDF, M. Jean-Bernard Lévy, qui mènera cette discussion. Elle se déroulera en anglais et en français. Vous pouvez accéder à la traduction directement depuis le site. N'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions sur Twitter avec le hashtag Electric Days. Monsieur Lévy, le plateau est entièrement à vous. Professeur Diamond, cher Jared, je suis vraiment ravi d'être avec vous, même si nous sommes séparés par 10 000 kilomètres. Nous nous sommes rencontrés début mars, juste avant la pandémie, et je dois dire que c'était mon dernier voyage en dehors de France pendant de nombreux mois, mais je suis vraiment ravi de pouvoir vous voir en personne et vous avez l'air admirable ce matin. Merci de passer un peu de temps avec nous. J'ai peut-être une première question à poser. Bien sûr, je n'aurais pas été en mesure d'en parler au mois de mars. Ça, c'est lié à l'actualité la plus récente concernant la scène politique américaine. J'aimerais vous demander si vous êtes convaincu que maintenant on sait que le président Biden va gérer le pays pendant 4 ans. Pensez-vous que sera un véritable effet sur les défis climatiques du monde? Eh bien, je suis convaincu que cela aura un effet réel, bien sûr. Ce que l'élection présidentielle récente américaine signifie, si je peux jeter par-dessus bord toute prétention d'équilibre, c'est la fin d'un cauchemar et le début d'une période d'espoir. Ce qui était un risque avec les élections, c'était la possibilité de la fin de la démocratie aux États-Unis. Je suis né en 1937 et je suis né sous le spectre de la fin de la démocratie en Allemagne et en Italie. Et les parents de ma femme ont émigré d'Europe dans les années 30. Et bon, maintenant, la démocratie va continuer pendant encore un peu de temps. Biden a des politiques intelligentes et il n'est pas pathologique. Il y aura une obstruction du Parti républicain au Sénat. Il reste à voir ce qu'il va se passer en Géorgie avec les sénatoriales partielles, mais en tout cas, on a évité la possibilité d'une poursuite du cauchemar. Merci. Peut-être que maintenant, on peut en revenir au sujet d'aujourd'hui, dans ces Electric Days, à savoir, nous sommes un producteur d'électricité et ce qui nous intéresse vraiment, c'est votre analyse de la société. Nous sommes convaincus que quand on a étudié l'effondrement de nombreuses civilisations,
civilisation et je suis sûr que la plupart de ceux qui vous écoutent ce matin ont été des lecteurs avides de votre livre Effondrement. Je crois qu'on aimerait comprendre quels sont les signes d'effondrement que vous pouvez voir et en quoi vous reliez cela aux civilisations du passé que vous avez étudiées. Les signes que l'on constate aujourd'hui sont un petit peu les mêmes que par le passé, mais avec une grande différence. Par le passé, certaines des sociétés les plus avancées du passé se sont effondrées, se sont détruites en détruisant les ressources essentielles dont elles dépendaient, en détruisant les forêts, les ressources halieutiques, le potentiel agricole. Et c'était des grandes sociétés, les Mayas, la société la plus avancée du Nouveau Monde, les Khmers du Cambodge, la société la plus puissante d'Asie du Sud-Est, peut-être aussi les sociétés du croissant fertile, se sont détruites en détruisant leur base de ressources. Mais la différence est que par le passé, sans la mondialisation, sans les avions à réaction ou les moteurs à vapeur, les civilisations pouvaient s'effondrer isolément. Par le passé, quand les Mayas se sont effondrés, ceux en Amérique du Nord n'en avaient pas conscience, et ne parlons même pas de l'Europe, alors qu'avec la mondialisation, quand une société s'effondre maintenant, ça a des effets sur l'ensemble du monde, que ce soit les problèmes en Afghanistan ou en Somalie, dans des pays éloignés, eh bien, c'est tout le monde qui en sent les répercussions. Donc, le risque d'aujourd'hui, c'est un risque d'effondrement mondial de l'économie mondiale, et le calendrier est d'environ une trentaine d'années. Donc, soit on résout les problèmes d'aujourd'hui, ces 30 prochaines années, on aura épuisé les possibilités de résoudre les problèmes et on va connaître le même destin que l'île de Pâques, les Mayas ou les Khmers, et j'espère qu'on va réussir. Merci. Pensez-vous qu'actuellement, il y a une sensibilisation à l'ampleur de la crise climatique concernant les défis que cela implique pour l'humanité? Pensez-vous que cela suffise pour déclencher la capacité qu'aura notre civilisation à éviter les effets du réchauffement planétaire et peut-être un effondrement d'une civilisation qui a été développée depuis 100 ou 200 ans? Nous verrons, et à cet égard, c'est paradoxal, mais la COVID, cet horrible drame de la COVID, un drame personnel pour Marie et moi, parce que nous avons perdu 5 de nos amis et parents les plus proches en quelques mois. Donc c'est un drame personnel, mais il est possible que la COVID nous motive paradoxalement à nous attaquer au problème du changement climatique. Et la raison pour laquelle la COVID est un enseignant puissant, c'est un enseignement plus efficace que le changement climatique parce que la COVID nous tue rapidement en quelques jours, alors que le changement climatique prend plus longtemps pour nous tuer. La COVID nous tue directement. On meurt de la COVID. Il ne fait aucun doute que l'on meurt de la COVID, alors que le changement climatique produit des effets indirects, des raz-de-marée, des famines ou bien des maladies. Et donc, on ne va pas dire « Oh, je suis mort du changement climatique ». On va dire « Il est mort d'un raz-de-marée ». Et donc, un effet indirect du changement climatique. Et donc, la COVID est un enseignement puissant. J'espère que la COVID nous aura appris que quand on est confronté à des problèmes mondiaux, il faut trouver des solutions mondiales, tout comme il faut le faire contre le changement climatique. Prenez l'exemple de la France. Si la France décidait de s'attaquer au problème du changement climatique en réduisant les teneurs en dioxyde de carbone atmosphérique au-dessus de la France, ça ne va pas fonctionner. La France ne peut pas se protéger toute seule contre le changement climatique parce que l'atmosphère au-dessus de la France est mélangée avec l'atmosphère de l'ensemble du monde. Le changement climatique en tant que problème mondial nécessite une solution mondiale, tout comme la COVID est un problème mondial pour lequel il faut une solution mondiale. Donc j'espère que la COVID va nous apprendre qu'il faut s'attaquer aux problèmes mondiaux, notamment le changement climatique et l'épuisement des ressources et aux inégalités dans le monde entier qui sont de bien plus grands problèmes que la COVID. Oui, j'entends bien vos paroles optimistes. Je vais peut-être jouer l'avocat du diable, je ne sais pas, mais je peux dire que
Vous nous donnez un point de vue positif, comme si on pouvait se débarrasser de la COVID en peut-être 2, 3, 5 ans, alors que l'on sait que le défi du changement climatique est plus à un horizon de 20, 30, 40 ans. Mais ne craignez-vous pas que peut-être que la COVID pourrait se résoudre en fermant les frontières? C'est ce qu'ont fait certains pays et ils ont eu un succès raisonnable pour éviter la plupart des effets de la COVID. Pensez-vous qu'en gérant la COVID au niveau national ou régional, cela pourrait détourner les préoccupations autour du changement climatique? On va se dire qu'on va résoudre le problème de la COVID chacun de son côté au niveau national et puis le changement climatique va attendre. Mais comme on le sait, avec le changement climatique, plus on attend, plus ce sera difficile de s'adapter au seuil de 1,5 degré. Ne pensez-vous pas que nous repoussions un problème encore plus difficile? Non, pas du tout. La COVID ne peut pas être résolue au niveau national. Oui, c'est tentant. Les pays qui ont fermé leurs frontières, certains ont éliminé leur cas de COVID temporairement, comme la Nouvelle-Zélande, certains États australiens ou la Thaïlande, mais ces pays ont été réinfectés, ils vont être réinfectés parce que de nos jours, il est impossible qu'un pays scelle ses frontières. Même la Nouvelle-Zélande, qui a réussi à éliminer la COVID sur son territoire, quand les Néo-Zélandais sont revenus de l'étranger, ils ont ramené de la COVID et donc l'explosion de COVID en Italie provenait de gens qui venaient de l'extérieur. Donc la COVID démontre que ce problème ne peut pas être résolu au niveau national, à l'instar du changement climatique qui ne peut se résoudre au niveau national. Et il n'y a rien que peuvent faire les États-Unis isolément qui va nous protéger des conséquences du changement climatique ici à Los Angeles ou en Californie ou même aux États-Unis parce qu'on est reliés au reste du monde. Merci beaucoup. Pensez-vous que les responsables politiques vont tirer les enseignements de la gestion de la crise de la COVID pour mieux gérer certains des défis mondiaux du climat? Par exemple, pensez-vous qu'il pourrait y avoir un effort conjoint pour obtenir les bons vaccins? Cela pourrait signifier qu'il y aurait une meilleure chance d'obtenir une politique mondiale sur le prix du carbone? Ça, c'est ce que j'espère. Il y a de bons résultats possibles et de mauvais résultats possibles. Le mauvais résultat possible est que les nations vont continuer de se comporter de façon égoïste et ce serait suicidaire. Par exemple, avec les vaccins qui vont bientôt devenir disponibles. C'est une politique suicidaire si une nation développait un vaccin, la Chine, la Russie, les États-Unis ou l'Allemagne, pour posséder ce vaccin et le garder pour elle-même. Brièvement, ça va protéger le pays qui possède le vaccin, mais ça ne le protégera pas à longue échéance. Et donc, ce ne sera que quand l'ensemble du monde sera vacciné qu'on pourra résoudre le problème. Et donc, une politique de vaccination égoïste serait suicidaire. C'est pour cela que je suis prudemment optimiste que la COVID soit un enseignant fort, qu'elle vienne nous montrer les échecs, l'impossibilité qu'il y a à résoudre des problèmes strictement au niveau national, et cela va prouver qu'il est essentiel de résoudre les problèmes mondiaux au niveau mondial, par exemple le problème du changement climatique. Qu'est-ce que pourrait faire la Suisse toute seule pour résoudre le problème du changement climatique en Suisse si elle n'essaye pas de lutter contre le problème du changement climatique dans l'ensemble du monde? Êtes-vous convaincu que, comme on voit des politiques contre le changement climatique très différentes dans le monde occidental, en Europe et en Amérique du Nord, qui sont très différentes du reste du monde, et on voit que actuellement, la plupart des pays frappés par la COVID sont aussi les pays occidentaux. Il faudra peut-être ajouter le Brésil et d'autres. Pensez-vous qu'il y ait une possibilité, voire un risque, que le monde soit divisé en deux parties, l'Asie et l'Afrique d'un côté, et puis le monde occidental de l'autre? Non, il n'y a pas de risque que le monde se sépare en deux parties parce que maintenant, grâce aux avions à réaction, aux navires
à l'électricité, aux télécommunications, le monde est connecté. Regardez la diffusion de la Covid. La Covid n'est pas apparue au Luxembourg, elle est apparue en Chine et ensuite elle s'est diffusée très rapidement dans le reste du monde. Et où le sida n'est pas survenu dans l'Orient, il est apparu en Afrique. Pensez à d'autres maladies telles que le SRAS ou Ebola. Ce sont des maladies qui sont survenues localement, mais qui se sont diffusées dans le monde entier, dans notre monde interconnecté d'aujourd'hui, dans le monde mondialisé. Ce qu'il se passe dans un pays se diffuse. Il y a 50 ans, nos ministres des Affaires étrangères jouaient un jeu. Ils se demandaient quel était le pays du monde qui était le moins important pour la politique ou les intérêts nationaux américains. C'était des petits pays enclavés comme l'Afghanistan qui étaient tellement éloignés. Mais maintenant, à cause de la mondialisation, la Somalie ou l'Afghanistan sont deux pays où on a envoyé des soldats américains depuis des décennies, ce qui montre que même les pays les plus éloignés, et n'importe quel pays a son importance et donc il n'y a plus de division entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud ou entre les pays pauvres et les pays riches ou entre l'Afrique et l'Europe. En Europe, vous connaissez très bien les conséquences de la situation en Afrique, avec l'Afrique qui n'est qu'à quelques kilomètres de certaines côtes européennes dans la Méditerranée. Et nous, aux États-Unis, on connaît les effets de l'Amérique latine sur les États-Unis. Donc, le monde n'a plus la possibilité de résoudre les problèmes isolément. Jared, que ce soit dans effondrement ou bouleversement, vous traitez des civilisations les unes après les autres, et notamment, comme vous l'avez dit, les civilisations qui se sont effondrées. Par le passé, elles pouvaient s'effondrer sans qu'on en entende jamais parler. Pensez-vous que la mondialisation est une route à sens unique? Pensez-vous que le monde est maintenant tellement étroitement emboîté que maintenant on va tous avancer ensemble ou on va tous s'effondrer ensemble? Tout dépend. La mondialisation, dans les circonstances actuelles, on ne va pas abandonner la mondialisation. C'est magnifique que je puisse vous parler maintenant et que je puisse vous voir. Il y a 15 ans, ça n'était pas possible. Ça, c'est l'un des avantages de la mondialisation et on ne va pas rejeter cela. Ce qui pourrait nous faire nous tourner contre la mondialisation, c'est l'effondrement de l'économie mondiale dans ces prochaines décennies du fait de la surexploitation des ressources et du changement climatique. Si l'économie mondiale s'effondre, il y aura une démondialisation. Ce qui pourrait se passer dans 30 ans si on ne réussit pas à résoudre les problèmes mondiaux, c'est que les pays, les parties du monde où on a fait l'expérience récente d'un isolement total, en Nouvelle-Guinée, où je fais mon travail de terrain, j'ai des amis en Nouvelle-Guinée qui produisent des outils en pierre. Avant d'avoir des outils en métal, ils se rappellent comment on produit des outils en pierre et donc si l'économie mondiale s'effondre en 2050, et il y a une bonne chance que ça se produise, eh bien, ceux qui vont bien s'en sortir, c'est mes amis de Nouvelle-Guinée qui savent produire des outils en pierre et qui sont autosuffisants, et ceux qui vont mal s'en sortir, c'est les Français, les Américains, les Britanniques, parce que nous tous, on ne sait pas produire des outils en pierre et on ne sera pas en mesure de survivre à l'effondrement de l'économie mondiale. Oui, bon, ça n'est pas une bonne nouvelle pour moi. Et je pense que vous savez peut-être encore à produire des outils en pierre. Vous avez appris en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en PNG. J'ai passé du temps en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais je ne sais pas faire des outils en pierre. Une dernière question. Êtes-vous convaincu que le changement climatique sera géré surtout par une meilleure utilisation des ressources existantes ou bien par une technologie de rupture complète qu'il faudra encore inventer? Pensez-vous qu'avec les technologies existantes, on pourra s'attaquer au changement climatique et produire des énergies net zéro? C'est comme de me demander si ma magnifique
si je préférerais la main gauche de ma magnifique femme Marie ou sa main droite. Les deux mains sont magnifiques. Et en ce qui concerne la technologie, on peut en faire beaucoup avec les technologies existantes parce que il faut essayer de résoudre les problèmes du monde avec les technologies qu'on a déjà, sans nécessairement produire de nouvelles technologies, parce que on a provoqué les problèmes du monde avec les technologies qui existent déjà. Néanmoins, on peut développer de nouvelles technologies pour extraire de l'énergie de la force des marées, ou bien, comme on l'a déjà fait, on peut améliorer les technologies existantes dans le solaire, si on peut améliorer les technologies nucléaires ou hydroélectriques ou éoliennes. Toutes ces technologies peuvent apporter leur part. Mais quand j'entends certains dire que les nouvelles technologies pourraient nous aider, moi, j'entends cela comme une résistance, comme des gens qui disent « on ne peut pas résoudre les problèmes tant qu'on n'a pas développé de nouvelles technologies ». On peut commencer à essayer de résoudre les problèmes maintenant avec les technologies existantes. Merci beaucoup, Jared, et tous mes meilleurs vœux à votre magnifique épouse. Je crois qu'elle n'est pas très loin chez vous et j'espère que l'on pourra se revoir très bientôt à Los Angeles. Nous avons des questions avec Alexandre qui viennent du public. Oui, complètement. Merci beaucoup, Monsieur Lévy. Merci beaucoup, Professeur Diamond. Ça m'ennuie d'interrompre cette conversation, mais nous avons des questions du public et j'en ai deux que j'aimerais vous poser, Professeur Diamond. Edouard vous regarde en direct sur le site et il vous demande si vous êtes convaincu qu'actuellement nous sommes dans la même position que les habitants de l'île de Pâques avant leur effondrement, surtout du point de vue de l'utilisation des ressources. Oui et non. C'est la raison pour laquelle les journalistes et les gens en général détestent me poser des questions parce que généralement je réponds oui et non. Donc, comme sur l'île de Pâques, on est à peu près dans la même situation. L'île de Pâques a coupé tous les arbres et ça a détruit leur société. On n'a pas encore coupé tous les arbres, mais on y travaille d'arrache-pied et on exploite les ressources en poissons et on surexploite l'humus. Et donc ça, c'est les similitudes avec l'île de Pâques. La différence, c'est qu'avec l'effondrement de l'île de Pâques, personne d'autre dans le Pacifique ne le savait parce que l'île de Pâques était isolée. Mais maintenant, il n'y a aucun endroit dans le monde qui est isolé. Et donc, le risque auquel on est confronté maintenant, ce n'est pas un effondrement semblable à celui de l'île de Pâques, un effondrement isolé. Il n'y aura pas Paris qui va s'effondrer et Londres ou Zurich vont bien s'en sortir. Si certaines sociétés s'effondrent, toutes les autres vont s'effondrer. Certains spectateurs connaissent bien votre travail, ils ont probablement lu tous vos livres. Zoé dit que dans Le Monde, jusqu'à hier, votre livre publié en 2012, si je ne me trompe pas, vous vous penchez sur les sociétés traditionnelles et la façon dont pourraient peut-être utiliser certaines de leurs connaissances et de leurs techniques. Zoé demande s'il y a des pratiques particulières qui pourraient être utiles actuellement. Vous avez parlé de la fabrication d'outils en pierre. Y a-t-il d'autres choses dont il faudrait s'inspirer dans ces sociétés traditionnelles? Oui, complètement, Zoé. Zoé, je ne vous recommande pas de fabriquer des outils en pierre. Vous n'aurez probablement pas à vous entraîner pendant encore 29 ans. Mais ce que vous pouvez apprendre, ce qu'on peut tous apprendre des sociétés traditionnelles, c'est la communication en face à face. En Nouvelle-Guinée, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, la communication se fait en face à face. On est assis en face d'une autre personne sans regarder son téléphone portable ou son ordinateur. On peut voir les gens, les sentir, voir leur langage corporel. On peut comprendre très bien ce que font les autres. Les Papous qui n'ont jamais quitté leur village savent très bien négocier avec des avocats spécialisés dans les fusions-acquisitions parce qu'ils ont plus de compétences sociales. Mais dans le monde moderne, la plupart de nos contacts avec les autres sont indirects. Ce n'est pas en face à face, c'est par email, par téléphone
portables, la malédiction de la société moderne, en tapant sur des ordinateurs. Voilà notre expérience des autres. C'est indirect. On n'apprend pas à lire les signaux sociaux. On n'a pas ces compétences sociales. Et donc, Zoé, ce que vous pouvez apprendre des sociétés traditionnelles, c'est à parler avec d'autres et ne pas être collé à son téléphone portable pendant 7 heures, regarder quelqu'un droit dans les yeux et vous allez pouvoir profiter de vos amis. Vous allez aussi apprendre des compétences sociales qu'ont les papous et que nous, dans le monde occidental, on est en train de perdre. Professeur Diamond, dans votre dernier livre qui s'appelle « Bouleversement », vous vous penchez sur la façon dont les nations font face aux crises et vous essayez de tirer un parallèle entre la façon dont on peut agir en tant que société et nos mécanismes en tant qu'individus. Vous parlez de la résilience, qui est un facteur dont on a l'habitude de se servir ou qu'on a dû apprendre à utiliser cette année 2020. Qu'est-ce que les sociétés peuvent en tirer et qu'est-ce que des grandes entreprises comme EDF, gérées par M. Levy, qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour utiliser ces capacités? Ce sont deux très bonnes questions. Je pense que je vais passer les 7 prochaines heures à y répondre. Mais on n'a pas 7 heures. Je vais répondre à la deuxième question. Qu'est-ce que les grandes entreprises comme EDF peuvent faire? EDF et les autres grandes entreprises peuvent en faire beaucoup. Elles ont déjà beaucoup fait. Il y a 20 ans, moi, avec d'autres inquiets pour l'environnement, nous nous battions contre les grandes entreprises qui représentaient le mal. C'étaient des destructeurs, c'était parmi les pires forces de la société moderne. Mais ce qui s'est passé depuis 20 ans, c'est qu'EDF et d'autres grandes entreprises ont appris que ce qui est bon pour le monde est bon pour EDF et que EDF ne va pas prospérer si le monde ne prospère pas. Il y a beaucoup de grandes entreprises, à l'instar d'EDF ou bien aux États-Unis. Il y a des entreprises comme Walmart ou Unilever au Royaume-Uni. De grandes entreprises, certaines, ont vu que c'est dans leur intérêt de protéger le monde. Et les grandes entreprises sont parmi les forces les plus puissantes du monde actuel. Donc, 2 raisons pour moi d'espérer, 2 raisons qui me font penser qu'on va réussir à résoudre les problèmes du monde et ne pas s'effondrer dans 30 ans. Les 2 principales raisons sont les jeunes, les enfants, des gens comme mes fils, des ados qui se préoccupent des problèmes du monde. C'est une raison d'espérer. La deuxième raison, c'est que les grandes entreprises, certaines des forces les plus puissantes du monde d'aujourd'hui, ont appris que ce qui est bon pour le monde est bon pour elles-mêmes, pour EDF. Eh bien, professeur Diamond, Monsieur Levy, merci beaucoup pour cette conversation très éclairante. Je sais que nos spectateurs sont vraiment très mécontents de ne pas pouvoir poser plus de questions. On aimerait passer les 7 prochaines heures avec vous et avec Monsieur Levy, mais comme vous le savez, on a un agenda très chargé pour aujourd'hui et en toute franchise, après une telle conversation, c'est difficile pour moi de trouver une transition